Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue ce soir. L'échiquier prend le cap vers la Turquie où se joue le second tour des élections présidentielles. Une campagne marquée par un an ou par un redoublement d'efforts des deux candidats à la présidentielle, Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu. Les deux candidats conscients du dernier virage d'une longue campagne électorale ont employé ou déployé tous leurs atouts et n'ont épargné aucun moyen pour séduire leur électorat et espérer par là obtenir un maximum de voix. Si au premier tour, les scores entre les deux candidats n'étaient pas très grands, ce second tour promet probablement des surprises vers qui penchera la balance des urnes. C'est ce que nous allons tenter aujourd'hui de voir avec nos invités. Alors pour en parler, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Monsieur Gamal Abina, expert en questions internationales. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Gamal, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Nous allons également tenter d'avoir Monsieur Rafah Tabib qui sera avec nous dans quelques instants. Rafah Tabib qui est professeur universitaire spécialiste de la Libye, mais également des questions internationales. Mesdames et messieurs, donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Un second tour, Gamal Abina, très chaud. Les candidats ont déployé tous les moyens lors de cette campagne pour séduire leur électorat. L'on sent que c'est réellement le dernier tour de la vérité. Oui, tout à fait. Ils vont fourbir de beaucoup d'arguments, certains qui sont plus ou moins bons, d'autres extrêmement tendancieux, voire racistes. On voit que l'opposition, par exemple, se positionne en disant qu'il faut conduire à la frontière 10 millions de personnes, exagérant le nombre de réfugiés, expliquant que c'est l'immigration qui pose problème, qui est un vrai problème pour la société, la délinquance, la criminalité qui sera en augmentation. Bref, on a vraiment une position de la part de l'opposition qui est de plus en plus radicale, de plus en plus racialisante. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, il se réclame de Mustafa Kemal, qui lui-même était parti sur une base ethnique pour faire de sa Turquie une Turquie homogène, sans avoir trop d'immigrés et certainement pas tolérer autre chose que les jeunes Turcs, donc tolérer autre chose que des Turcs de race. Oui, très bien. Alors, on le disait, le premier tour, les deux candidats étaient plus ou moins réservés, étaient plus ou moins éloquents et évitaient en tous les cas de rentrer. Ils ne se fustigeaient pas les uns les autres et le second tour était un petit peu différent. Donc les hommes ont déployé toutes leurs cartes, mais le fait nouveau, comme je le disais, lors de ce second tour, est que cette fois-ci, on a vu que les deux programmes, en plus des deux programmes qui ont été présentés, il y avait aussi le fait de s'attaquer les candidats les uns aux autres et Erdogan beaucoup plus. Tout à fait, parce qu'ils considèrent qu'Erdogan a un grand bilan, enfin un lourd bilan pour eux. C'est une réussite économique incontestable, c'est une Turquie qui retrouve sa fierté et sa dignité, c'est une Turquie qui compte sur la scène internationale, qui compte sur la scène régionale, qui était quand même le pays qui a été médiateur par rapport à la crise ukrainienne sur la question du blé. C'est une Turquie qui s'est industrialisée comme jamais, une Turquie qui a été en mesure de s'exporter littéralement en Afrique, avec une production industrielle intense, avec un hub aérien qui est la Turkish Airlines. Et c'est une Turquie aussi qui a eu, pendant les 3-4 années qui sont passées, une crise économique majeure. Évidemment, ça a commencé par une monnaie qui était attaquée, puis par la suite, évidemment, avec la crise du Covid, une accélération de cette crise et une inflation assez importante qui est en recul au demeurant. Mais je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que ça s'est bien passé au premier tour, parce qu'en vérité, les dérapages, on les a observés dans la dernière semaine de campagne, où l'opposition disait Erdogan qui était acheté par les Russes. Ça leur a coûté très cher. Parce qu'Erdogan a très habilement rappelé que quelle dignité avait-il à dire cela, à savoir qu'un chef d'État turc pouvait être acheté par l'étranger, rappelant que même aurait pu être considéré comme acheté par l'OTAN, par les États-Unis, l'Angleterre ou la France, ce qu'il n'a pas dit. Donc il y a eu un vrai problème de ce point de vue-là, et le responsable de l'opposition s'est disqualifié en utilisant des termes outranciers, et surtout en se mettant en dos littéralement la fierté turque par rapport à cette question. Oui, alors Gamal, il faut dire aussi que, bon, premier tour, il y a eu quand même 49% des voix, 52 pour Erdogan, 44,88 pour Kemal Kılıçdaroğlu. Alors, est-ce que ce second tour, on va dire qu'il sera décisif dans le sens où est-ce qu'il va creuser l'écart ou est-ce qu'il va plus ou moins, si vous voulez, le diminuer ou le rétrécir?
Alors, le problème du président Erdogan, c'est qu'il y a le temps qui a joué en sa défaveur, parce qu'il y a quand même l'usure du pouvoir. Il a gardé une grande popularité malgré tout, quoi qu'il en coûte, puisqu'il a quand même raflé la majorité écrasante des sièges dans le Parlement, plus de 330 voix. Donc c'est quand même considérable, ce qui veut dire qu'il a déjà le Parlement avec lui. Puis surtout, il est arrivé premier alors que tout le monde le donnait perdant. Un mois avant l'élection, il avait 10 points de retard, et au moment où on passe à l'élection aux choses sérieuses, la population turque se mobilise. Il a même fait une mobilisation d'1 700 000 personnes, c'est pas rien. Mais ce qui est inquiétant dans ce second tour, c'est pas le fait qu'Erdogan gagne. Il n'y a quasiment aucune chance qu'il ne gagne pas maintenant, puisque son adversaire n'a pas de réserve de voix et que Erdogan a bénéficié d'un report de voix. Puis surtout, il était très en retard par rapport à Erdogan. 44 points, c'est 6 points de retard. Pour rattraper ce retard entre deux tours, en n'ayant pas fait grand-chose, si ce n'est des critiques très racistes, on peut parler de racisme là, et d'ultranationalisme. Il y a un concours d'ultranationalisme en Turquie qui est inquiétant. Côté Erdogan, c'est des nationalistes turcs, mais pas forcément racistes, le MHP. Mais de l'autre côté, on a quand même eu des propos racistes de la part du responsable, Kamel Oglu, qui a autorisé quand même des propos extrêmement graves vis-à-vis de l'immigration. Donc là, vraiment, on est dans un discours extrêmement clivant. Et il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il n'a pas de report de voix potentiel, donc il aura des difficultés à rattraper un retard considérable de 6 points, tout de même, que je vous le disais. Oui, très bien, Gamal. Alors, je vous propose d'abord de faire un petit break avec nos envoyés spéciaux en Turquie, Kherdin Batash et Sofiane Baroudi, qui sont tous les deux à Istanbul, à des côtés complètement différents les uns des autres. Alors, Kherdin Batash, bonsoir. Bonsoir Leïla. Alors, c'est un petit peu le silence électoral. J'imagine que toutes les pancartes ont été enlevées, que toutes les campagnes se sont arrêtées. Alors, dites-nous, vous qui êtes donc à Istanbul et que le premier tour avait créé un petit peu la surprise, parce que de toute façon, les Stambouliotes avaient la majorité ou ont voté beaucoup plus pour Kemal. Alors, est-ce que vous sentez ce même engouement aujourd'hui ? Oui, Leïla, alors silence électoral, mais pas qu'un petit peu, mais c'est à un niveau officiel, vous le savez, de la campagne. Ici, dans la ville d'Istanbul, on parle élection jusqu'à des heures tardives, ici à Istanbul. Alors oui, la campagne a repris dès les premières heures de l'annonce des résultats du premier tour, notamment chez le camp Erdogan, parce que le président Erdogan et candidats se sentaient peut-être investis d'une mission, c'était de rattraper le retard de 2 points ici à Istanbul. On rappelle qu'il a perdu l'un de ses principaux fiefs ici à Istanbul, donc au profit de Kemal Kılıçdaroğlu, avec un écart quand même assez important qui est de 2%. Et donc il a jeté tout son poids dans la bataille électorale ici dans la campagne, pour essayer d'abord de consolider son camp avec l'aide de l'autre parti qui fait partie de sa coalition, le MHP. Donc il a eu pour mission un peu de mobilisé autour de l'électorat d'Erdogan. Il a bénéficié, comme l'un de vos invités l'a rappelé, d'un report de voix assez conséquent et qui devrait pouvoir faire la différence, peut-être demain dans les urnes de Sinan Ogan, le 3e candidat. Donc tous les éléments sont réunis, peut-être ici à Istanbul, pour assister à un renversement peut-être de la vapeur du côté du résultat final, même si les partisans donc de Kemal Kılıçdaroğlu, sa coalition, mais également le CHP ont été très actifs également ici à Istanbul pour essayer de mobiliser, d'essayer d'avoir peut-être de bénéficier d'une petite réserve de voix chez les abstentionnistes. Absolument. Malheureusement, les abstentionnistes se comptent sur le bout du doigt ici à Istanbul, car la participation a été très forte. Je terminerai juste par ça. Alors on a été justement du côté du QG de campagne ici dans le quartier El Fateh, l'un des fiefs de l'électorat d'Erdogan ici à Istanbul, pour demander un peu des nouvelles, des sondages. Alors on nous a répondu donc avec une certaine quand même confiance que le président Erdogan et candidat allait remporter peut-être demain les élections, d'après leur sondage, à hauteur de 55%, donc 5% de voix plus que le résultat du premier tour. Très bien, Khero. Alors, Sofiane Baroudi, bonsoir. Bonsoir, Leïla. Toujours d'Istanbul. Alors, dites-nous comment s'est déroulée votre journée dans une campagne apparemment très foisonnante, surtout par rapport aux partisans de Kemal Kılıçdaroğlu. Dites-nous aussi, est-ce que vous sentez ou vous avez senti qu'il y avait plus de sympathisants et plus d'engouement vers ce parti de coalition qui n'est pas tout à fait homogène, comme vous le disiez tout à l'heure, mais plutôt hétéroclite?
Nous le trouvons actuellement au niveau de la place Tersim, à 2 pas du QG et du fief de l'Alliance de la Nation, soutenant le candidat Kemal Kılıçdaroğlu. Ce matin, on a assisté aussi dans le centre-ville d'Istanbul, de cette ville, on a assisté à un rassemblement en soutien à la candidature de Kemal Kılıçdaroğlu. On va dire que pendant la dernière ligne droite, la table des 6, la coalition de la nation, a essayé de mettre tout son poids dans une tentative de convaincre l'électorat de la nécessité de créer un barrage, parce qu'il s'agit vraiment d'une campagne qui est centrée sur le refus d'un nouveau mandat du président sortant, Recep Tayyip Erdogan, plutôt que sur vraiment une proposition programmatique claire, vu qu'il s'agit d'une coalition très hétéroclite, combinant des expressions de gauche écologiste à des expressions de droite radicale et aussi à des expressions conservatrices. Donc il s'agit aujourd'hui d'essayer de mobiliser l'électorat, on va dire récalcitrant ou alors hésitant, notamment ici à Istanbul, une ville qui est contrôlée par le CHP à travers la figure du maire, M. İmamoğlu, un proche de Kılıçdaroğlu. Et donc, il s'agissait, durant cette dernière ligne droite, d'essayer de mobiliser au maximum en invoquant notamment la figure historique de Mustafa Kemal Atatürk, en ce centenaire de la République turque. Très bien, Sofiane Baroudi, et merci également à Kherdine Batache. Vous étiez avec nous en direct de Istanbul. On vous retrouve dans nos prochaines éditions tout au long de cette journée de couverture spéciale pour les présidentielles turques. Retour sur le plateau avec notre invité, donc Gamal Abina. Gamal, on poursuit notre débat. Alors, c'est la première élection, il faut le dire, qui va avoir un deuxième tour depuis 2017. Tout à fait. À chaque fois qu'Erdogan se présentait, c'était toujours un plébiscite parce que ses résultats étaient là, parce que pendant 10 ans, il a développé de façon extraordinaire l'économie turque, parce qu'il a su imposer une dignité à la Turquie, le retour des fiertés de la valeur de la Turquie, à savoir islamique, un petit peu cette espèce de prestige de l'Empire ottoman dont il essaie de valoriser les différents aspects, la reprise effectivement comme mosquée de Sainte-Sophie, qu'il a consacré à nouveau comme mosquée où on peut faire la prière, une économie florissante pendant des années, puis depuis 2016, depuis la tentative d'assassinat, effectivement, il y a des attaques sur sa monnaie, il y a une dégradation de l'économie qui est liée évidemment à la pandémie, mais en plus de cela, à l'inflation et sur l'enchevêtrement du prix du pétrole. Donc Erdogan, effectivement, se base sur un bilan qui est relativement positif, mais qui a, pour certains Turcs, été plus ou moins mal perçu, le recul de cette réussite, surtout la classe moyenne. Ensuite, de l'autre côté, son opposant, lui, a joué la carte du nationalisme de type kémaliste, parce que Mustafa Kemal est resté très populaire dans l'inconscient collectif. C'est lui qui a sauvé ce qu'on appelait l'homme malade de l'Europe. Il a sauvé la Turquie de la désagrégation. Et il a joué aussi la carte du religieux, de la minorité religieuse. Il se dit Alevi, 25 millions d'Alevis en Turquie quand même, donc il a joué cette carte-là. Il a joué la carte aussi des Kurdes, mais ça n'a pas fonctionné en réalité parce que les Turcs votent surtout pour leurs intérêts, pour un bilan. Et à part Istanbul et Ankara qui sont tombés au moins de l'opposition, et c'est justement les villes très importantes, particulièrement Istanbul, où un quart des électeurs se trouvent concentrés là-bas, c'est les raisons pour lesquelles on en parle beaucoup. Puis à part ces deux villes, la Turquie reste fondamentalement pro-Erdogan. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu. Effectivement, il a dû disputer un second tour parce qu'il a été mis en difficulté à la suite des problèmes économiques. Mais l'Europe et le reste de l'Occident a imaginé la chute d'Erdogan dès le premier tour. Ça n'a pas été le cas. Tous les pronostics ont été évidemment démentis par les résultats qui sont parfaitement conformes aux normes démocratiques. Et aujourd'hui, Erdogan dispute normalement un second tour dans les conditions les plus respectables en matière de droit et de démocratie. Très bien. Alors Gamal, on va dire que Erdogan a présenté son programme alors que Kemal Kılıçdaroğlu, son seul programme pour l'instant bien sûr, et il y a pas mal de points, mais pour l'instant c'est un éventuel retour à un régime parlementaire et le retour bien sûr des réfugiés vers leur pays. Alors la question ou la carte des retours des réfugiés et de l'émigration ont été utilisées par les deux candidats Gamal. Alors le discours n'était pas très clément vis-à-vis de ces deux catégories. Quelle place auront-ils après les élections ou après les urnes ou après justement le verdict de demain? Les deux parties sont d'accord pour que les Syriens, parce que c'est les Syriens dont on parle, dont il s'agit, oui. 1,8 million, il y a
Absolument. Le reste, les Afghans, il y a tout un tas d'immigrés comme ça qui ne sont pas vraiment très légion. Mais la population syrienne réfugiée, ce ne sont pas des immigrés ou des brûleurs de frontières. Ce sont vraiment des réfugiés qui ont été reçus par la Turquie. Il faut rappeler tout de même que la Turquie a bénéficié de 6 milliards de dollars d'aide de l'Europe. Pourquoi garder ces réfugiés à ses frontières. Mais aujourd'hui, avec l'accalmie sur le terrain syrien, certainement avec la négociation du départ de la poche d'Idlib, il est probable que M. Erdogan, qui veut absolument le retour des réfugiés chez eux plutôt, négociera cela. La différence entre l'un et l'autre, c'est que dans un cas, il y a une dimension raciste qui est à peine masquée. Je veux dire, l'opposition se positionne réellement de façon très radicale. On a l'impression de voir du Front National. Alors que Erdogan, qui, je le rappelle systématiquement, est marié avec une arabe, ne voit pas la Turquie en termes ethno-racial, mais plutôt en termes islamiques. Un Turc qui naît en Turquie, qui soit turc ou qui soit étranger, devient turc s'il le veut. Vous achetez un appartement en Turquie, vous devenez turc immédiatement. Donc Erdogan n'a pas cette dimension exclusive et raciste. Par contre, il veut effectivement le retour des réfugiés parce qu'il sait qu'il y a un problème de sécurité aux frontières, il sait qu'il y a un problème effectivement de chômage qui existe en Turquie et que ces réfugiés acceptent des emplois mal payés. Il sait aussi que ça pèse sur l'économie malgré tout, même s'ils ont été aidés. Donc il a l'intention de les faire revenir, mais de façon négociée. C'est la raison pour laquelle il se rapproche des Syriens. Alors que la partie adverse, elle, c'est quasiment un retour manu militari qu'il demande avec vraiment une dimension extrêmement douteuse et raciste parce qu'ils font peser sur le poids de ces pauvres immigrés, ces pauvres réfugiés, tous les maux de la Turquie, alors qu'ils n'y sont évidemment pour rien. Alors, très bien, Kamal, on va peut-être conclure parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. D'abord, on a parlé pour ceux qui ont voté pour Erdogan et ceux qui ont voté pour Kamel. Et on a eu le pourcentage qu'on voulait pour ce premier tour. Quelle place pour les abstentionnistes aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les abstentionnistes, s'ils venaient justement à se décider à aller voter, va faire vraiment pencher la balance? Et surtout, quelle place pour les Kurdes? Alors, les Kurdes votent en fonction de leurs intérêts, j'ai déjà dit, et il y a une grande partie des Kurdes qui ont voté pour Erdogan parce qu'ils ont bénéficié effectivement d'abord d'une accalmie sur le terrain de la guerre et des affrontements, parce que Erdogan avait tenté de faire la paix au début de son mandat. Puis surtout, la question qui se pose, c'est pas tellement une question ethnique ou religieuse en Turquie, oui. C'est une question d'avantage et de positionnement par rapport au passif de la Turquie, qui est quand même plus de coups d'État militaire, plus d'instabilité économique malgré tout, même s'il y a des difficultés, une inflation qui commence à être maîtrisée, elle est descendue de 100% à 60%. Et puis, une relance économique qui est à venir, certainement. La seule problématique qui se pose, c'est l'histoire du tremblement de terre qui a fait beaucoup de mal à la campagne d'Erdogan. Par contre, les abstentionnistes n'auront aucun jeu là-dedans parce que, étonnamment, et c'est là où je trouve très amusant de la part de certains donneurs de leçons en Europe en particulier, dont ils ont des records d'abstention à chaque élection, eh bien en Turquie, non seulement l'abstentionnisme était très faible, mais quasiment inexistante. On a eu quasiment 90% de participation, donc la variable d'ajustement, ces fameux 10% de taux incompressibles d'abstentionnistes seront toujours là, ne voteront pas et ne feront pas basculer la balance dans un sens ou dans l'autre. Erdogan a une réserve considérable de voix, il était arrivé au premier tour confortablement, le troisième candidat lui reporte ses voix, donc il est quasiment impossible pour la partie adverse de remporter la mise. Mais c'est vrai qu'on pouvait penser que l'abstention jouerait le jeu, ça ne fonctionne pas comme en Europe, les abstentionnistes sont très peu nombreux en Turquie et ça démontre la vivacité de la démocratie turque puisque tout le monde vote. Alors, en moins de 30 secondes, Gamal Abina, et on va conclure avec vous, bien sûr. Vous pensez que demain, les urnes vont pencher pour qui et sur quel scénario ou sur quel président vont se réveiller, selon vous, les Turcs? En étant en Europe, on pensait que c'était l'opposition qui l'emporterait dès le premier tour. On s'est rendu compte que c'était totalement faux et c'est même le contraire. Ils avaient 10 points de retard quasiment, 6 points. Donc demain, quand on a 6 points de retard sans rapport de voix, on peut estimer qu'il y aura entre 52 et 55% en faveur d'Erdogan. Son opposant étant très peu charismatique, c'est un élément qu'on n'a pas relevé. Il y a peu de chances de victoire pour lui et surtout, il s'est aligné de façon un peu trop évidente du côté occidental, ce que les Turcs ont beaucoup de mal à supporter depuis qu'ils ont été évincés de leur possibilité de rentrer en Europe. Donc sur le ring de la campagne électorale, il restera un seul vainqueur et c'est les urnes qui vont décider et c'est ainsi. Donc messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Je rappelle qu'était avec nous Gamal Abina depuis Paris par Skype. Il est expert et analyste des questions internationales. Était avec nous également nos envoyés spéciaux sur place à Istanbul en Turquie, Kheldin Batash et Sofiane Baroudi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.